Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur le water cooling de la RTX 3080 FE. Les résultats sont top et en plus, on résout un problème majeur sur cette carte graphique. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Premièrement, la raison pour laquelle j'ai décidé de water cooler mon GPU. Deuxièmement, comment installer le waterblock de chez EK, le Quantum Vector FE. Et enfin, les résultats de ce water cooling. C'est parti pour vous partager tout ce qu'il faut savoir là-dessus. La RTX 3080 FE est une carte graphique très puissante qui permet enfin de jouer convenablement avec du ray tracing, parfois couplé avec le DLSS. Bien qu'elle soit très performante, elle possède aussi des défauts qui à mon sens sont trop peu connus. Sans parler des problèmes de condensateur qu'il y a eu au début, aujourd'hui sur tous les exemplaires de RTX 3080, vous allez avoir une température de la mémoire GDDR6X très élevée. Attention, je ne parle pas de la puce qui est plutôt bien refroidie, mais bien de la mémoire du GPU. Du coup, la température de la GDDR6X peut aller jusqu'à 110 degrés. C'est énorme et d'ailleurs c'est une limite qui est au-dessus de ce que le constructeur de la mémoire recommande en termes d'utilisation. Globalement, vous avez deux cas d'usage. Le premier étant en jeu où les températures avoisinent les 100 degrés, puis vous avez tout ce qui est plutôt applicatif comme Furmark et le mining d'Ethereum, où par exemple ma RTX 3080 FE côtoyait les 110 degrés. Du coup, pourquoi on a de telles températures? Vous avez une carte graphique qui utilise au maximum 320 watts. La puce chauffe tout comme les mémoires GDDR6X et ces deux composants sont très proches dans la nouvelle architecture des RTX. Ce qui fait que la chaleur de la puce se dissipe également sur la mémoire et c'est comme ça qu'on a des températures très élevées. Donc si on reprend les chiffres de microns, dans certains cas on sera donc potentiellement 15 degrés au-dessus de la température maximum recommandée et je suis pas sûr que la mémoire GDDR6X aime ça sur le long terme. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de watercooler ma RTX 3080 FE en ayant l'espoir de la refroidir beaucoup mieux que ce que le refroidissement de base propose. Avant de vous lancer là-dedans, il faut savoir une chose à propos de la garantie. Dépendant de la région où vous êtes, aux États-Unis par exemple, ça ne pose pas de problème quant à la garantie. Par contre, en France, il faut savoir que Nvidia m'a formellement indiqué que la garantie sautait si vous souhaitez mettre un waterblock sur la carte graphique. Donc à vos risques et périls, mais rassurez-vous, l'opération est plutôt aisée si vous prenez votre temps. Donc pour le démontage de votre RTX 3080 FE, il faudra enlever 4 caches de vis qui sont aimantées. La légende dit que si vous avez un aimant assez fort, vous pouvez retirer ces caches, mais de mon côté ça n'a pas vraiment marché et je vous conseille tout simplement d'utiliser du scotch. Armez-vous de patience parce que ça se fait pas du premier coup. Une fois que vous avez enlevé ces caches, il faudra déboîter l'espèce de tige en V au niveau du centre de la carte graphique. Pareil, prenez bien votre temps, soyez zen, l'important c'est de ne rien casser pour la remettre d'origine si vous voulez tout de même tenter de la retourner en garantie en cas de panne. A partir de là, il faudra dévisser l'ensemble des vis visibles pour passer à l'étape suivante. On enchaîne en dévissant le cache métallique des ports HDMI et DisplayPort. Attention à bien avoir le tournevis avec la tête adaptée. On peut enfin enlever la façade avant de la carte pour découvrir le PCB qui est en forme de V et finalement très petit. Par la même occasion, on peut voir les pads thermiques qui d'aspect n'ont pas l'air incroyables et plutôt peu nombreux. 3 petits connecteurs sont à enlever qui correspondent à mon avis aux 2 ventilateurs et à l'éclairage sur le côté de la carte graphique. Ces connecteurs sont fragiles donc soyez prudents lors de cette opération. Encore une fois, il faudra une tête de tournevis particulière pour dévisser le support en croix qui sert à maintenir de l'autre côté la surface de refroidissement en contact avec la puce. Faites-le de manière uniforme en dévissant petit à petit les 4 vis de façon à ne pas déformer le support et le PCB. Ensuite, il faudra déboîter le PCB de son refroidissement et gigoter petit à petit le PCB pour le débrancher et le décoller de la pâte thermique. Félicitations, vous avez entre vos mains la RTX 3080 FE dans sa forme la plus brute. Nettoyez la pâte thermique de base et appliquez l'ensemble des pâtes thermiques recommandées par EK. On voit déjà une différence notable sur la quantité de pâte thermique qu'on doit mettre par rapport à l'origine. Appliquez maintenant votre pâte thermique et placez la carte graphique sur le waterblock EK.
Vissez le tout et aussi le support métallique au niveau des ports HDMI et DisplayPort. De nouveau, appliquez les pads thermiques sur l'arrière de la carte. Comme tout à l'heure, on remarquera qu'il y a beaucoup plus de pads thermiques qu'à l'origine. D'ailleurs, en appliquant de manière optimisée les pads thermiques, il me restait quasiment 3 bandes et demie par rapport à ce qui était fourni, si jamais c'était une question qui vous taraudait. Enfin, il faudra juste appliquer les 2 pièces de la backplate, les visser, et c'est fini. C'est une sacrée pièce et comparée au waterblock de GPU traditionnel, celle-là est vraiment compacte et bien finie. On a limite l'impression qu'elle a été faite pour des boîtiers petit format. Je vais maintenant vous parler des résultats de ce waterblock dans une boucle où on refroidit également un Ryzen 7 5800X cadencé à 4,6 GHz, le tout sur un radiateur de 240 mm dans le NKSM1. Sur un jeu gourmand comme Cyberpunk, au bout de 20 minutes de jeu, le GPU ne dépasse pas les 58 degrés, contrairement aux 73 degrés de base. On gagne donc 15 degrés, soit une température 20% plus basse pour la puce. En ce qui concerne la mémoire GDDR6X, on est à 72 degrés, contrairement aux 97 degrés de base, soit un gain de 25 degrés qui correspond à une baisse d'environ 25%. Pour ce qui est du mining d'Ethereum, de base on était à 66 degrés pour la puce et 110 degrés pour la GDDR6X, et là nous sommes à 56 degrés pour la puce et en moyenne à 86 degrés pour la mémoire. Respectivement 10 et 24 degrés en moins, soit 15% de moins pour la puce et 22% en moins pour la mémoire. C'est énorme comme différence et je suis sûr que ma carte se comportera mieux ainsi vu qu'elle fonctionne dans les températures recommandées par le fabricant. D'ailleurs, il faut savoir qu'à partir de 110 degrés, la carte va commencer à bottleneck, c'est-à-dire limiter ses capacités afin de ne pas brûler. Ce qui fait que mon mining d'Ethereum est désormais plus performant, puisque je suis passé de 87 MHz par seconde à 99 MHz par seconde. Alors combien faut-il dépenser aujourd'hui pour se procurer ce waterblock ? Environ 272 € à l'heure où je vous parle directement depuis le site DK. Clairement plus cher que les autres waterblocks sur le marché, mais la qualité est au rendez-vous et l'objectif principal de refroidir la puce et la mémoire est bien rempli. Je vous cache pas non plus que le design a été un vecteur pour moi. D'autres alternatives existent pour moins cher chez Corsair et Big Sky, mais malheureusement je ne peux pas m'avancer sur les performances de ces waterblocks. Comme la problématique est bien réelle, il existe maintenant des backplates de cartes graphiques qui sont watercoolées pour encore mieux répondre à ce besoin. Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas watercooler leur carte graphique, le fait de remplacer les pads thermiques d'origine par quelque chose de plus épais peut également aider. En tout cas, je vous conseille de ne pas négliger le problème. En conclusion, cette expérience a été bénéfique dans tous les sens pour moi, que ce soit au niveau du silence de la carte graphique, des performances de la carte graphique, mais aussi du refroidissement de la puce et des mémoires GDDR6X. Si la garantie ne sautait pas et si le prix était un peu plus raisonnable, je vous aurais recommandé à 100% de le faire, mais étant donné qu'il y a ces facteurs, je peux comprendre que l'engagement est plus important. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu de mieux traiter votre carte graphique par rapport à ce que Nvidia fait actuellement. Et si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.